François Bon, on est en 1925 ou on est en 2025? Des fois, c'est un petit peu difficile à se souvenir, puisque justement, on oscille en permanence à 100 ans de distance, mais jour après jour, dans ce petit carnet. J'en ai toute une collection par année de marques différentes, mais celui de Lovecraft, c'est ce format-là, c'est celui qui est le plus mal en point de ma petite collègue, à force que je le montre tous les jours. C'est des petites cases de cette sorte, et chaque jour il intègre là une suite de petites notes logographiques sur ce qui s'est passé dans la journée, et à partir de cette toute petite inscription, mais en complétant par la correspondance, par les témoignages de ces différents amis, eh bien on arrive à refabriquer le temps quotidien de quelqu'un dont l'occupation essentielle est la littérature. Et ça, le défi, là, et merci, joignez-vous, inscrivez-vous, il y a le lien en bas, et vous recevez chaque matin un petit mail avec ce PDF là que je vais, évidemment, là, à l'écran, on peut juste l'évoquer, résumer, montrer. Donc ce soutien, on en a besoin. Point à la ligne, et puis c'est une affaire de communauté, de recherche collective aussi, de plus en plus, et ça qui m'enthousiasme. Donc merci là à toutes celles et ceux, on vient de passer les 100 là, qui nous ont rejoints dans l'expérience, mais on vous accueille à bras ouverts, et c'est pas seulement la question de Lovecraft, c'est celle justement de l'écriture, de l'invention, de la littérature, de l'association des pratiques de lecture et d'écriture, comment l'un interagit en permanence avec l'autre, les conditions aussi du temps, l'utilisation du sommeil, de la nuit. Voilà, allez, on va évidemment aujourd'hui reprendre, hop là, notre petit carnet 1925. On est donc le 24 février, pour eux c'est un mardi, pour nous donc un lundi, toujours ce petit décalage. Vous devez être fatigué, que je vous le rappelle, non? Mais bon, quand même, il y a toujours des nouveaux par ici, et on est dans un petit moment, non pas de creux de la vague, non, c'est même beaucoup plus dur que ça. Et là, dimanche, il a fait beau temps, et tous ces jours, il est avec ses amis, George Kirk, Reinhard Kleiner, Samuel Loveman, ce qu'il appelle les boys, ou avec Frank Belknap Long, ou James Morton quand il est là, le Kalem Club. Et cette activité, c'est-à-dire comment on peut se mettre ensemble pour travailler la littérature. Et, évidemment, la correspondance, ces techniques, par exemple, qu'avait Lovecraft à des Providence, de correspondance croisée, c'est-à-dire qu'on tape à la machine une lettre, mais on met 3 carbones, donc on a 4 exemplaires, et on envoie à 4 personnes. Les 4 personnes font la même chose, et donc la correspondance, c'est pas une affaire personne à personne, mais c'est déjà un geste de publication. Et pour nous, là, dans ce qu'on travaille sur les blogs, sur les réseaux, comme allez rechercher ça là dans l'archéologie de la littérature, ouais, c'est on perd pas son temps. Quand je disais coup dur, fracture, je pèse mes mots. On va se rendre doucement vers le jeudi 26. Le jeudi 26, on aura un témoignage là dans les lettres que George Kirk écrit à sa fiancée, Lucille, qui est restée à Cleveland, mais c'est juste des choses intermittentes. Et c'est le 26 aussi que Howard Phillips Lovecraft écrira à sa tante Annie Gamwell, qui pour l'instant fait comme plein d'Américains. Elle est partie au soleil en Floride, elle va bientôt revenir. Lovecraft échangera avec elle, lui dira ce qu'elle doit faire en passant à Washington, pourquoi elle doit s'arrêter un peu à Saint Augustine, mais il lui parlera très peu là de ce qui lui arrive. Il dit par contre qu'il a écrit tout ça en détail à l'autre tante, la tante Lillian Clark, mais cette lettre par contre, là, nous, on n'en dispose pas. Or, la lettre que Lovecraft, celle qu'il mentionne le jeudi 26, elle était censée reprendre depuis le 10 février, redéployer, en gros, ses activités au jour le jour. Ce qu'il envoie à Lillian, c'est un journal. Et Lillian, en échange,
lui renvoie le sien. Malheureusement, là aussi, j'ai pas de traces. Pourtant, qu'est-ce que ce serait une petite émotion à force de connaître ces deux dames, de pouvoir lire aussi à quoi s'occupe. Elle n'est pas inactive, au contraire. Dans Providence, il y a plein de choses. Elle est très immergée dans la vie locale, et on le sait parce que justement, Lovecraft très souvent lui répond: ah, vous m'avez dit ci, vous m'avez dit ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça, et donc on peut arriver à reconstituer certaines choses qu'il y avait dans ce journal de la vieille tante en retour. Mais donc là, nous, on est un petit peu funambule. Or, ce qu'il annonce à Annie Gamwell le 26, c'est que Sonia, quelques jours plus tôt, a été définitivement licenciée de son travail dans un grand magasin, un des principaux magasins Mary's and Curry's de Cincinnati, où elle était chargée des achats, les nouvelles robes, les nouveaux chapeaux. Mais c'est pour ça aussi qu'elle venait régulièrement à New York rencontrer les fournisseurs, faire ses commandes. Oui, mais Sonia a été hospitalisée 2 fois, là, en décembre, en janvier, brièvement, mais ça fait pas de cadeau, et voilà, on s'est débrouillé pour la licencier froidement, et le 26, Lovecraft dira qu'elle est revenue à New York, et évidemment que tout d'un coup, il n'y a plus de ressources. Parce que qui paye le loyer de Clinton Street, c'est le salaire de Sonia. Et Lovecraft, qu'est-ce qu'il amène? Pour l'instant, il a $35 qui lui viennent de sa famille, $5 d'argent de poche que lui envoient chaque semaine les deux tantes. Et là, maintenant, oui, quelque chose s'améliorait. C'était entre 30 et $50 qui venaient des publications sur Weird Tale, et de ce petit magazine maintenant. Bon, en gros, donc c'est pas rien. Mais quand même, tout reposait sur Sonia, et là tout d'un coup, on va avancer dans... Alors comment il n'y aurait pas une certaine angoisse? Et donc on en a 2 jours de suite, là, hier le 23, aujourd'hui le 24, où on a à peine 2 lignes et demie, et 3 lignes pour tous les jours à venir. Alors hier justement, ça y est, Sonia Hafikin, c'est toujours les initiales SH qu'il emploie. Il l'a retrouvée à la 34e rue, donc probablement à l'arrivée de son train de nuit à la Penn Station. Ils sont allés manger, alors faire le point au petit resto, le Milan, et donc à Penn Station, parce qu'il y avait des questions, on va voir plus tard, il y a des questions de mal, de bagages, et il revient à la maison, mais il revient seul. Et dans les jours à venir, mit SH Tiffany, mit SH SH, mit SH Tiffany, mit SH at Tiffany. Donc le Tiffany, c'est leur cafétéria juste en dessous là, dans la rue à Clinton Street, mais là, mit SH Downtown, et on a été mangé à l'automate. Voilà, donc c'est bon, vous avez déjà compris ce dont on va parler aujourd'hui. Comme hier, ils sont allés au Milan. Ça veut dire qu'il y a une évidence, c'est que Sonia ne dort pas dans le petit studio de Clinton Street, même si a priori ils auraient pu se dire c'est le temps de retrouver du boulot, on va se serrer un peu, on va se caler. Ils sont quand même mariés légitimement, donc Sonia, alors où elle s'héberge? Là dans le petit livret là, ce mémoire sur la vie privée de Howard Phillips Lovecraft qu'elle publie en 1947, parce qu'on vient de publier des articles 10 ans après la mort de Lovecraft, mais maintenant, ça y est, il prend l'élan, il devient une référence éditoriale via August Derleth, et dans chaque article, il y a une espèce de refrain qui compte à se baser sur la phrase qu'écrira pour de vrai Lovecraft. Là, dans la nouvelle Lui, ma venue à New York avait été une erreur. Ça, il ne le dirait pas maintenant, et là, on est à la 55e au 55e envoi de ce journal. Non, il dirait pas ça. Tout ça pour dire quoi? Eh bien que c'est laconique. Et si c'est laconique,
Eh bien, il y a plutôt envie aussi de... Alors évidemment, pas faire des hypothèses, parce que les hypothèses, ça se casse la figure. Il y a des trucs même très simples. Il a cassé, on l'a appris la semaine dernière, sa grosse chaise Morris, cette chaise à dossier inclinable avec des coussins, des accoudoirs, un petit prie-dieu sur le devant qui vient de sa mère pour poser les pieds, et qui est là, contre le radiateur, avec la lampe et sur un guéridon, et puis la fenêtre derrière, sa position préférée de lecture. Tout d'un coup, une latte a cassé, elle s'est effondrée. Eh bien, on a su, parce que Kirk a dû le réveiller, oui, slept in chair, et voilà, de 15, donc elle s'est cassée. Et puis, ce que c'est et puis, le 20, Kirk le réveille juste à temps, parce que le menuisier arrive. Alors moi, j'avais pensé que peut-être le menuisier, comme c'est très lourd, une Morris chair, eh bien, il était resté, il avait réparé sur place. Eh bien, on va découvrir, oui, même dans les petits détails, on est toujours dans un mouvement, hypothèse, et puis correction des hypothèses, avancer, reculer, mais en mine de rien, avec tout ça, on arrive à stabiliser notre avancée, et donc on va voir là, je fais un peu du flash forward, on va voir revenir le menuisier, donc probablement il avait emporté à son atelier, on a su plutôt pour les chaises qu'il s'agissait d'un artisan qui était plutôt sur Flatbush, probablement il a emporté le fond de la chaise Maurice, et puis il va le ramener, il n'était pas resté pour la réparer, mais c'est juste là, sur ces questions de méthode, et ça pour dire que là, 23, 24, on a 2 fois 3 lignes, pas envie non plus de gamberger à des hypothèses parce qu'elles se révéleraient fausses. Alors évidemment, il nous manque la lettre à Lillian Clark, mais c'est plus profond que ça. C'est se dire, c'est quand même un équilibre. L'équilibre, vous savez, c'était que Sonia acceptait le travail à Cincinnati, mais Lovecraft refuse, parce que lui, sa vie d'auteur, elle est avec ses amis ici à Brooklyn. Il refuse de la suivre. Simplement, eh bien, les allers-retours, une fois toutes les 3 semaines, les retrouvailles, eh bien, l'équilibre est rompu. Parce que tout d'un coup, il n'y a plus de salaire, et pour sa santé, ça ne s'arrange pas. D'ici quelques mois, elle va retrouver un travail à Cleveland, et la question se reposera. Comme elle se reposera après le retour de Lovecraft à Providence, puisque Sonia proposera à Lovecraft qu'elle trouve, elle pour elle-même, et pour tout simplement les fins de mois de tous les deux, un travail à Providence. Parce qu'il y a aussi à Providence, bien sûr, de ces grandes chaînes de magasins, et là, c'est un milieu dans lequel elle baigne depuis très longtemps. Elle est à l'aise, même Boston serait possible. Et là, ce sont les tantes, les 2 tantes qui refuseront en disant non, il n'est pas possible qu'un Howard Phillips Lovecraft vive avec quelqu'un, une épouse qui ait un travail salarié, et Lovecraft, au lieu d'affronter les vieilles tantes, eh bien, voilà, et ça c'est cette chose-là qu'on va suivre, mais là aujourd'hui, eh bien, on a, je pense, directement dans l'expression, dans la calligraphie, l'expression de ce choc. Ce choc, c'est que Sonia est revenue, donc la vie avec les copains, c'est plus le même cadre. S'acheter des petits gâteaux et des cafés au Tiffany et remonter, eh ben, ça va être moins évident. Et il va falloir qu'ils se remettent en quête d'argent, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il sait faire, Lovecraft? Et quelquefois, ce sera même plaisant là, de le voir. Rappelez-vous, là, une fois, j'avais cité cette lettre-là de l'été 1924, de août 1924, où il accepte un métier. Alors, on part avec une valise et on démarche les commerçants en disant on se charge de la récupération de vos impayés, moyennant quoi, nous, on prend notre commission. Et puis, non seulement il a ramené aucune affaire, il s'est fait jeter de partout avec ce monsieur. Évidemment, il ne parle pas comme les autres. Et simplement, c'est le gars de la boîte qui était avec lui qui, finalement, lui, a été si fasciné par le Lovecraft que, finalement, il s'est mis lui-même à écrire. Vous vous souvenez, j'avais mis dans les PDF, là, dans une annexe, tout ça sera dans la compile mensuelle, évidemment. Bon, là, c'est digression. Mais là, pour moi, on est sur 2 jours où il n'y a rien.
Alors, il n'y a rien, non, parce que Home, Read, Retire, on sait les livres qu'il lit. En ce moment, justement, il est beaucoup sur des livres de Nouvelle-Angleterre. Et puis, il y a toujours ce Wrote Letters, Home and Write, mais on n'a pas de fiction. Si on a un truc, Cats at Alpha, un truc comme ça, mais c'est pas la fiction qu'il requiert, c'est toujours cette association des journalistes amateurs. Lui était responsable à Boston, comme Maurice Moe l'était dans le Wisconsin, à Appleton. C'est plutôt son ami Galpin qui avait créé l'antenne de Cleveland, et Sonia, elle, était à New York, mais maintenant, Sonia est présidente à échelle du pays, et Lovecraft est rédacteur en chef de ses publications. Il y en aura une en juillet, et donc c'est des tas de contacts, et donc c'est un courrier, Sonia le confirme bien, un courrier massif, et ça, globalement, on ne l'a pas, quoi, mais qui concerne ce mouvement des journalistes amateurs. Wrote Letters, c'est pas les lettres ni à la famille, ni aux amis, comme plus tard aussi, on aura avec Clark Ashton Smith en Californie, avec Robert Howard dans le Texas. Bon, je vous brasse la fresque, le contexte en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, malgré tout, avec là, ces trois petites lignes? Bon, on va voir quand même le PDF. Envoi numéro 55, 24 février 1925, le fac-similé là, de ce que je viens de vous lire, et effectivement, moi j'ai écrit, pour respecter cette tension qui grandit, limiter aussi l'exégèse. Retrouver Sonia en ville parce qu'elle n'est pas venue Clinton Street, manger à l'automate, où la distribution automatique rend impossible toute intimité. Et la question, elle dort où, Sonia ? Alors, vous savez qu'elle a une fille. Sa fille, elle a entre 18 ans et 20 ans, et c'est évidemment Sonia qui lui paye son loyer. Alors, est-ce qu'elle préfère, elle, s'héberger chez sa fille? Mais elle a aussi une amie, une Madame Moran. Alors, cette Madame Moran, c'était la propriétaire de leur grand appartement, là, des temps riches, juste là, après leur mariage, Parkside Avenue. Et cette Madame Moran est suffisamment proche de Sonia et de Morton, pour que elle et Morton, là, on n'a aucune nouvelle de ça, ce soit écrit des lettres de soutien parce que Sonia, la juive d'Odessa, venue de l'empire russe blanc, vous savez, sa mère avait émigré un peu comme Bob Dylan vers Detroit, toutes ces zones-là, en laissant ses deux petites filles chez un de ses frères en Angleterre, et puis finalement Sonia a rejoint sa mère, elle s'est mariée à un monsieur Green, bien plus âgé qu'elle, et heureusement il est mort. Il a eu cet à propos. Donc tout va bien, mais elle n'a toujours pas, justement parce qu'elle est veuve aussi de ce Green, elle n'a pas eu le temps de se nationaliser américaine. Et son mariage avec Lovecraft, est-ce que ça y contribue? En tout cas, le dossier est en cours. Alors évidemment, Matt H. Downton, retrouver Sonia dans Manhattan, Automate, on sait aussi ce que c'est. Par contre, leurs histoires de chaussures, alors plus tard, on aura des trucs, elle forcera Lovecraft à changer de chaussures. Et on découvrira qu'il a une paire de chaussures. Je vous les présenterai quand des chaussures de marche urbaine. Et il n'y a que cette marque-là de godasses ultra solide, genre vieux campeur là, de marche urbaine qu'il supporte. En tout cas, là, on ne sait pas, puisque les affaires de Sonia, par exemple, il y aura une malle qui va arriver le surlendemain, etc. Mais justement, là, c'est pas important. Ce qui compte, c'est pourquoi Lovecraft se tait. Alors, j'ai quand même pris des choses. On va tout de suite aller voir le New York Times. New York Times, on est donc bien le 24 février 1925, et là maintenant les petits articles qui mettaient en bas de une, il y en a toujours, mais ceux qui étaient comme ça, des petites choses de société, ils sont maintenant en haut, au milieu de la page en haut, et ça c'est ce que j'ai choisi de traduire, puisque chaque jour je traduis un petit article du
Times, ce qui pose beaucoup de questions. Même si, si un éditeur rejoignait ce projet, il faudrait négocier les droits, etc. Oh, ça, c'est pas mon truc, donc autant garder ça entre nous. D'où l'importance là de ce petit abonnement à 20 balles qui vous permet là de recevoir ces PDF. Tenez, je vais vous le lire tout de suite. Attends, on revient au PDF. New York Times, 24 février 1925. Depuis que Madame Fanny Weintraub, 85 ans, avait été sélectionnée parmi 50 autres pensionnaires âgés de la Fondation pour la vieille Israël, 204 Henry Street, pour jouer un personnage dans Salomé, ses amis de la résidence attendaient impatiemment son passage à l'écran. Hier matin, à la table du petit déjeuner, Louis Singer, le directeur de la résidence, annonça à ses pensionnaires que le jour tant attendu était arrivé, qu'il serait cet après-midi les invités du Rialto pour voir Madame Weintraub jouer dans le film. L'annonce remplit la table d'une étrange excitation. Les vieux messieurs, les vieilles dames gesticulaient, commentaient la nouvelle. Fanny, dans un film à Broadway, comme une vraie actrice, est payée pour ça. On va tous aller la voir. Au milieu de l'excitation, on remarqua que Madame Weintraub avait glissé de sa chaise. L'émotion de l'anticipation avait été trop forte pour elle. Le médecin de la résidence fut appelé, ne put que constater son décès. La joie disparut. Au lieu d'aller voir Madame Weintraub jouer dans le film au cinéma, ses compagnes et compagnons l'ont veillé et pleuré. Quelques-uns des plus jeunes pensionnaires et ses quelques proches l'ont accompagné au cimetière du Mont Carmel, à Brooklyn, où le service funéraire eut lieu en fin d'après-midi au même instant que les spectateurs du film applaudissaient l'actrice d'un jour. La scène dans laquelle Madame Weintraub apparaît représente l'intérieur d'un logement dans le ghetto de New York pendant une fête typique de l'East Side. On la voit rire et applaudir pendant que les invités dansent la Kozatska. D'autres pensionnaires âgés y figurent avec elle Madame Esther Barron, 70 ans, et Madame Jenny Freeman, 108 ans. La plus vieille actrice débutante jamais signalée. Toutes trois avaient été conduites il y a quelques mois dans un studio de Long Island, où on les avait filmés dans une courte séquence d'ambiance. Voilà, ça j'adore, cet art du journalisme années 20, tout rempli là, d'humanité. Et pour nous, alors maintenant, vous voyez, j'avance au jour le jour. Maintenant, je sais que qu'est-ce que j'ai à trouver ? On a à trouver, parce que justement, c'est collectif maintenant. Ce cimetière du Mont Carmel à Brooklyn. Est-ce qu'on a des photos des années 20-30 où on voit la partie juive du cimetière du Mont Carmel à Brooklyn ? Et ce Salomé, donc, dont la première là, c'est le 25 février, dans les films muets, là, c'est incroyable cette ressource des films muets. Est-ce qu'on peut arriver à la retrouver ? Allez, on se lance. Oui, c'est ce jeu d'anticipation, rattrapage. Là, on trouve la piste, mais une grande pensée pour cette Madame Fanny Weintraub, 85 ans. Alors, retour au journal. C'est toujours extrêmement riche, évidemment. Bon, en Angleterre, le Prince of Wales devient roi à la place du roi. Pourquoi les hommes se font la guerre ? En 1925, c'était différent qu'aujourd'hui ? Non, ça y était pas. Pourtant, on est à moins de 10 ans d'après la Première Guerre mondiale. On n'avait pas plus compris à l'époque qu'aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, on s'est tapé plus dur. Qu'est-ce que ça veut dire pour la peur ? La Johns Hopkins, ma Johns Hopkins, où je suis allé 2 fois, dont une fois une pleine semaine pour faire stage d'écriture. Quel grand souvenir. Eh bien, non, on n'accueillera plus d'étudiants, ce sera uniquement de la recherche. Bon, heureusement, ça a pas marché. En France, on découvre que le soldat inconnu enterré sous l'Arc de Triomphe, en fait, il semble que c'était un Allemand. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu. Piste d'enquête, secondaire, ouais, mais comme tous ces reliefs remontent pour nous. Hein, praises the Soviet, ça aussi, entre Mussolini d'un côté et les Soviets de l'autre. Los Angeles, c'est ce grand ballon dirigeable géant qu'on avait vu survoler New York au moment de l'éclipse. Est-ce qu'il aurait la possibilité, en tout cas assez de carburant pour traverser l'Atlantique
en vol. On est 2 ans avant Lindbergh. Eh bien, on commence à voir, là, c'est une piste de travail qu'on a déjà, évidemment, suivie. Toujours ces publicités, Bloomingdale, Macy's, les appareils radio, toujours, waouh, ils vous résonnent avec le même réalisme qu'un piano. Et de temps en temps, toujours cette femme, c'est-à-dire le travail de design des publicités, où là, c'est simplement arrêter un taxi. Ouais, mais ça, je suis tellement heureux d'avoir commencé aussi cette petite collection. Un autre magazine, Discoveries, alors Discoveries avec un article de H.G. Wells. Quelles seraient les 10 plus grandes découvertes qui ont permis à la course humaine d'arriver là où elle en est. Toujours ces belles bagnoles. Et là, par exemple, voilà, on est dans une publicité immobilière. Mais la publicité immobilière, on a l'impression, là, pas d'une gravure au burin, mais en tout cas, d'un travail préliminaire qui est fait totalement... ouais, on est abstrait, et on est dans un geste de dessin. La photographie n'a pas rejoint cet univers. Voilà ce que j'ai retenu. J'avais une dernière pub, je crois. Les petits dessins pour les publicités d'assurance. Et une jolie pour finir, avec une publicité de compagnie de chemin de fer, avec cette locomotive qui ronge l'espace. À côté d'une pub pour charbon, d'une pub de pneus, et puis voilà, à demain.